au bureau des légendes. Ouais, c'est pas faux. C'est bon, Loulou? Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées, mais pas que. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve ma Swiftie préférée, Anaïs Bordage. Salut Marie. Salut Anaïs. Son nom est partout, sa tournée bat tous les records, son dernier album aussi. Elle a été élue personne de l'année par Time Magazine et sa dernière relation fait la une des magazines People et de votre fil Instagram. Elle est adulée par certains, méprisée par d'autres, incomprise par beaucoup, surtout en France. Aujourd'hui, on vous parle de Taylor Swift. Oh, ça va être trop bien. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode de podcast le plus long de l'histoire. Voilà, avec les deux personnes les plus obsessionnelles de l'histoire. C'est vrai. Comment expliquer la passion déclenchée par cette superstar américaine? Est-elle la plus grande parolière de sa génération? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître toute sa vie privée pour comprendre ses chansons? On vous dit tout dans cet épisode. Et cette semaine, pour une fois, pas de pic, parce que cet épisode va être très long. J'espère que vous avez prévu des snacks, de l'eau pour vous hydrater, c'est important. Faites des breaks à intervalles réguliers. Le pic, c'est que cet épisode sort le 10 mai et que ce soir, on va voir Taylor Swift. Oui! T'as En prévu concert. une tenue spéciale? T'as prévu, toi? Non. D'accord. Non, parce que j'ai 33 ans. C'est ça, j'allais dire, j'ai 35 ans. Je beau avoir l'âme d'une adolescente, je me respecte. Ouais, non, en fait, un jean, ça ira très bien. Exactement. Anaïs, quel est ton rapport avec Taylor Allison Swift? Alors déjà, je découvre qu'elle s'appelle Taylor Allison Swift, donc pas si intime que ça, visiblement. Je pense comme plein de gens, je l'ai découverte après son deuxième album, dans lequel il y avait Love Story et You Belong With Me, qui étaient vraiment ces énormes tubes de l'époque. C'était au moment où je commençais mes études et donc je traînais avec des Américains qui aimaient beaucoup écouter ces chansons au second degré. Et c'est aussi ce que j'ai fait avec des potes. Quand j'ai emménagé aux États-Unis, en fait, c'était un peu la chanson de karaoké par excellence. C'était You Belong With Me et on se moquait d'elle parce que c'est She wears short skirts, I wear t-shirts. C'était vraiment genre la parole qui nous semblait la plus absurde du monde. Et donc, j'avais pas du tout une appréciation intense de Taylor Swift. Ça a changé un petit peu avec Red. Je me souviens qu'à l'époque, on était toutes les deux en école de journalisme et il y a eu un article qui est sorti sur Vulture, qui était notre Bible, qui disait que All Too Well était la meilleure chanson de Taylor Swift. Et je l'ai lu avec attention et je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même très bien écrit. Et après, tout a changé avec 1989, que j'ai écouté là pour le coup le jour de la sortie. 1989. Oui, si tu veux. Et je m'en souviens très précisément, j'étais dans l'Eurostar, donc j'avais rien d'autre à faire que d'écouter avec attention ces chansons. Et je me souviens que j'ai écouté Blank Space, qui est une chanson qui tourne en dérision l'image qui avait été bâtie autour de Taylor Swift dans les médias. Là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, elle est extrêmement brillante. Et je ne suis plus jamais retournée en arrière après ça. Et toi, Marie? Je me souviens précisément du moment où j'ai eu une prise de conscience sur Taylor Swift. J'avais entendu certaines de ses chansons de Red qui étaient sorties pendant ma première année à New York. Et en fait, j'étais dans la voiture avec mon ex qui avait étudié la musique pendant 4 ans et en particulier l'écriture de paroles. Et que j'étais très amoureuse, donc je pensais que tout ce qu'il disait était paroles d'évangile. Et il a mis une chanson de Taylor Swift et j'étais un peu genre, t'écoutes ça toi? Et il m'a dit non, mais elle écrit hyper bien et on étudiait ses paroles à l'école de musique, quoi. Et donc, d'un coup, j'étais impressionnée et ça m'a fait prêter beaucoup plus attention et la prendre beaucoup plus au sérieux que ce que je ne faisais jusque-là. Et c'est vraiment avec la sortie aussi de 1989 où là, j'ai complètement plongé et je ne suis plus jamais revenue non plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est mon artiste la plus écoutée, je pense, avec David Bowie. Mais même elle le surpasse la plupart des années. Oui, moi, tous les ans. Et là, rien qu'en se basant sur les statistiques des 3 dernières semaines, je peux déjà vous dire qui sera en haut de mon top Spotify l'année prochaine. C'est ça, certain. Et en fait, ce qui est assez magique avec elle, c'est que même quand je suis pas forcément emballée par un album, je vais finir par le revisiter. Je vais toujours trouver des titres qui vont rester avec moi pendant des années. Et souvent, en fait, j'ai des titres préférés d'elle, des morceaux que j'adore, mais j'ai tendance à en trouver d'autres de sa discographie qui m'étaient un peu passés au-dessus au début. Donc, c'est un peu un puits sans fin, en fait. J'adore Taylor Swift, je pense qu'elle est brillante et un peu énervante par moments aussi, mais la plupart du temps brillante. Et j'aime beaucoup sa musique.
Pendant très longtemps, en France, Taylor Swift était complètement ignorée parce qu'elle a commencé dans la country et c'était pas une chanteuse qui était remarquée en France. Et je me souviens très bien qu'à la sortie de 1989, Vulture, toujours, avait fait un très long article en disant c'est la plus grande pop star du monde. Et je m'étais un peu interrogée à l'époque, je m'étais dit, c'est la plus grande pop star aux États-Unis, certes, mais du monde, je ne pense pas, parce qu'en France, personne ne la connaît, quoi. Quand on était à BuzzFeed France, on avait même fait un micro-trottoir où on était allé partout dans la rue parce qu'évidemment, comme on travaillait avec beaucoup d'Américains, Taylor Swift, c'était une référence évidente pour nous. Mais on était allé poser la question à plein de gens dans la rue à Paris pour dire « Est-ce que vous connaissez Taylor Swift ?» On leur faisait écouter des morceaux et la grande majorité n'en avait jamais entendu parler, alors que c'était le moment de Shake It Off où effectivement, pour nous, c'était un phénomène un peu incontournable, mais ça n'avait pas encore vraiment percé en France. En France, elle a vraiment... Bon, déjà, elle est très connue auprès de générations plus jeunes qui connaissent très bien ses premiers albums aussi, mais qui ont grandi un peu avec elle. Et je pense que les gens de notre génération sont souvent passés à côté du phénomène Taylor Swift parce que je pense qu'ils se considéraient peut-être trop vieux au moment où elle est vraiment devenue très célèbre en France. Elle a obtenu une aura plus prestige avec la sortie pendant le confinement de ses 2 albums de folk qu'elle a coécrit avec Aaron Dessner des Nationals, qui s'appellent Folklore et Evermore. Déjà, c'était beaucoup moins sur sa vie privée à elle, donc c'était plus de la narration, d'histoire. Et en plus, le style était beaucoup moins pop et beaucoup plus se prêtait beaucoup plus à une certaine presse, à une certaine critique musicale qui va beaucoup plus apprécier ce genre-là et qui donc a enfin dû admettre le talent de Taylor Swift. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment pris énormément d'ampleur en France et que beaucoup de gens l'ont découverte, même des gens qui étaient complètement passés à côté. Mais c'est vrai que moi, et j'imagine que toi aussi, au fil des années et encore jusqu'à maintenant, la remarque que j'entends le plus au sujet de Taylor Swift en France, c'est beaucoup de gens qui me demandent mais pourquoi tout le monde est obsédé par Taylor Swift ? Je ne comprends pas, j'ai écouté des chansons d'elle et je trouve ça pas terrible ou ça ne m'intéresse pas, je comprends pas le délire. Bon, souvent en France aussi, c'est les seules chansons qu'ils ont entendues, c'est Bad Blood et Shake It Off, qui sont un peu les 2 pires de sa discographie. Mais on s'est dit, du coup, qu'on allait faire cet épisode pour expliquer. On est là pour ça, pour faire l'épisode de podcast le plus long de l'histoire et vous convertir, puisqu'on a converti quand même beaucoup de monde à Taylor Swift au fil des années. C'est ça, je suis très fière fière de mes plus grandes fiertés. Moi aussi. J'ai une collègue au travail qui, l'an dernier, avait Taylor Swift comme artiste la plus écoutée. Et c'est lié à mon arrivée dans cette rédaction. Donc voilà, je suis très fière. Avant de plonger dans tout ce qui fait le brio de Taylor Swift, on peut peut-être retracer sa carrière très rapidement pour vous donner une idée globale de sa trajectoire. Comme ça, si vous ne connaissez vraiment rien sur Taylor Swift, vous allez déjà saisir un peu plus les dynamiques. Voilà. Anaïs, je te laisse commencer par ses débuts de carrière. Taylor Swift est née en 1989 dans le nord des États-Unis, mais elle a commencé à chanter et à écrire très tôt. Et à l'âge de 14 ans, elle a convaincu ses parents d'emménager à Nashville pour essayer de percer dans la country, qui était sa grande passion musicale. Elle a plutôt bien réussi puisque 2 ans après, donc à l'âge de 16 ans, elle a sorti son premier album. Et très très vite, elle a reçu des prix, elle a été très remarquée dans le milieu de la country. C'était vraiment son genre de prédilection à l'époque. Son premier album qui s'appelle Taylor Swift, qui est un album éponyme. Et donc elle a commencé, en fait, de ses 16 à 18 ans, elle a sorti 3 albums qui sont vraiment très bons, dont elle a ressorti justement des versions réenregistrées récemment, avec déjà des énormes tubes dessus. Donc j'ai parlé de Love Story, qui était d'ailleurs dans The Bear, la série récemment. Donc il y a eu une espèce de second souffle grâce à ça. Et à partir de son 3e album, elle a commencé à écrire et composer toutes ses chansons. À quelques exceptions près, parfois elle coécrit avec d'autres personnes, mais la grande majorité de ses chansons sont écrites et composées par elle. Et moi, ça a été un des premiers déclics de fan, c'est quand j'ai appris ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de stars, notamment de la pop, qui ont des paroliers. Et elle, il y a un aspect très personnel dans son écriture. Et au-delà du fait que c'est une écriture brillante, le fait qu'elle fasse tout elle-même, c'est assez impressionnant, je trouve, pour quelqu'un de sa carrure. Il y a eu un grand tournant, en fait, dans la carrière de Taylor Swift. C'est au moment de la sortie de Red, qui est sortie en 2012, fin 2012, et qui était en fait l'album de son passage à la pop. Donc elle était très connue, elle était un peu, pas enfermée dans le genre de la country, mais bon, c'était une chanteuse de country, quoi. Donc ça explique aussi son gros succès aux États-Unis, mais pas ailleurs. Et elle a sorti Red avec des énormes tubes pop comme We Are Never Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, ce genre de titres. 22 et All Too Well, qui est une ballade légendaire. Donc ça a marqué vraiment un tournant dans sa carrière qui a été encore plus affirmé avec la sortie de 1989. Oui, parce que Red était... En fait, ses plus gros tubes étaient des tubes pop, mais pour moi, c'est quand même un album rock, majoritairement.
Mais c'est vraiment l'album de la transition, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de country au tout début, ensuite beaucoup de rock, notamment dans Speak Now, et Red, c'est moitié rock, moitié pop, et ensuite 1989, là on est sur de la pop. Puis même de la pop un peu 80s, quoi. Enfin, c'est très très pop 1989, et après, en fait, elle a eu, on va revenir là-dessus, mais son image publique a été très endommagée par ses relations très conflictuelles avec Kanye West et avec Kim Kardashian, entre autres choses. Il y a eu un énorme backlash, en fait, autour de sa réputation, ce qui l'a poussé à sortir un album qui s'appelle Réputation, qui est plus sombre et qui a plus de tonalités un peu R&B parfois. Enfin, elle s'est essayée à des tonalités un peu plus rap ou R&B, tout en restant vraiment dans la pop. Et après, il y a eu vraiment le tournant donc de ce qu'on disait tout à l'heure, Folklore, Evermore, qui allait plus vers la folk. Et depuis, il y a eu Midnight et maintenant The Tortured Poets Department. Et ce qui a marqué vraiment son hégémonie actuelle, parce que bon, c'était déjà une méga star, mais là, déjà, le fait de sortir 4 albums en l'espace de 4 ans, pratiquement, et d'avoir une tournée qui s'appelle The Eras Tour, donc qui est en cours en France en ce moment, avec plus de 3 heures chaque concert, qui revient en fait sur chaque étape de sa carrière et qui scénarise tout ça. C'est-à-dire que chaque étape de sa carrière est marquée par une esthétique différente. Elle joue beaucoup là-dessus. Tout ça, ça a vraiment participé à son hégémonie. Et il y a aussi le fait qu'elle réenregistre certains albums, on va en parler aussi pour expliquer cette démarche, qui fait qu'il y a tout le temps des nouveaux titres de Taylor Swift qui sortent et elle est omniprésente en ce moment. Donc là, elle est vraiment au top de sa carrière. C'est même parfois un petit peu effrayant parce qu'on peut se dire que ça risque à tout moment de lasser les gens. Mais elle a un niveau de célébrité qui est assez ahurissant, quoi. Moi, je l'ai totalement remarqué, notamment auprès des gens que j'essayais de convertir, où j'ai commencé il y a environ 1 an avec certaines personnes et qui étaient totalement surprises que je mentionne Taylor Swift comme une artiste exceptionnelle. Et je sais que si j'avais cette même conversation aujourd'hui, elle serait très différente. En 1 an, il y a vraiment eu un énorme changement et ça a coïncidé avec le démarrage de cette tournée qui avait pour rappel 146 dates dans 20 pays. Et donc, comme tu l'as mentionné, déjà, c'est un show énorme, très très long. D'ailleurs, il a été filmé, il est disponible sur Disney+. Enfin, c'est tout un délire. Mais en plus de ça, ça a créé une expérience globale qui est, elle aussi, scénarisée. Les ventes de billets ont été des événements à part entière, c'est-à-dire que tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Dans quel pays on allait pouvoir y aller parce qu'on n'allait peut-être pas réussir à y aller dans notre propre ville ou notre propre pays. Il y a toutes les tenues qu'on est censé porter ou pas pendant la tournée qui défilent tout le temps sur les réseaux sociaux. Le fait de porter des bracelets de l'amitié, c'est devenu un truc à part entière. Il y a plein de célébrités qui ont filmé le moment où elles sont allées voir le concert de Taylor Swift ou qui en ont parlé, comme Emma Stone qui a dit qu'elle l'avait déjà vu 4 fois. Donc c'est devenu quelque chose qui a totalement dépassé même le milieu de la musique, en fait. C'est devenu un événement global auquel on peut s'identifier partout dans le monde. C'est partout sur Instagram, sur Twitter. Et donc ça, c'est un très grand coup, puisqu'en fait, même si on n'a jamais écouté Taylor Swift, même si on n'aime pas Taylor Swift, on ne peut pas échapper à Taylor Swift. Oui, c'est ça. D'autant plus que la vie privée de Taylor Swift infuse beaucoup ses paroles et est très liée aussi à sa célébrité. Elle a beaucoup joué là-dessus. Parfois, elle s'en plaint aussi dans certaines chansons de son niveau de célébrité, mais le fait qu'elle entame à ce moment-là une nouvelle relation avec Travis Kelce, un des joueurs de football américains les plus connus. Maintenant, je pense que c'est le plus connu après Tom Brady. Ça a énormément participé à ça aussi. C'est-à-dire que même quand elle n'était pas en concert l'année passée, elle était photographiée soit à ses matchs de football à lui, soit en vacances avec lui. Et donc, il y a toujours un événement Taylor Swift, quoi. Et leur relation a tellement fait parler aussi que ça participe à cette aura et au fait qu'on peut vraiment pas lui échapper. Taylor Swift, elle a pas mal été présentée, moi je l'entends dans les commentaires de journalistes français, comme une star de la pop FM, un énorme phénomène aussi marketing. Il y a toute cette fascination autour de sa vie privée, mais vraiment, le secret de Taylor Swift, pour moi, c'est pas ça. Et il y a plusieurs ingrédients qui expliquent un peu pourquoi elle a une telle célébrité et ce qui fait tout son talent, en fait. Et ce qui fait qu'on l'aime, nous aussi, personnellement. Le premier de ces éléments, c'est ses talents de parolière. Pour moi, c'est son plus grand talent et c'est pour ça qu'elle est très connue aux États-Unis et qu'elle devrait être connue en France aussi. Après, c'est aussi pour ça, je pense qu'elle a mis du temps à percer chez nous. C'est parce que je pense qu'il faut avoir un certain niveau de compréhension de l'anglais pour vraiment apprécier la finesse de ses paroles. Et d'ailleurs, même en réfléchissant aux paroles que j'aime le plus dans ses chansons, pour en parler ici, je me suis retrouvée en difficulté parce que c'est vraiment difficile de les traduire, parce que c'est beaucoup de jeux sur les mots. Et donc, c'est vraiment très compliqué
d'expliquer à un public francophone qui comprendrait pas forcément bien l'anglais toute l'intelligence de ses paroles. Mais je pense que le truc le plus évident, c'est déjà qu'elle capture extrêmement bien toute la diversité du sentiment amoureux. Et en fait, elle a des chansons qui correspondent à plein de petits moments spécifiques d'une relation ou d'une rupture. C'est-à-dire qu'elle capture très bien le bonheur amoureux, le sentiment amoureux et ses débuts, mais aussi la douleur amoureuse, la douleur de la rupture, le regret, l'amertume très puérile qu'on peut ressentir après une rupture. Elle parle de trahison, d'adultère, de relations qui se terminent de manière brutale, de relations qui durent beaucoup trop longtemps et qui aurait dû se terminer plus tôt. Enfin, vraiment, il y a une chanson de Taylor Swift qui existe pour toutes les situations que vous avez vécues, vous, dans votre vie amoureuse. Et ça, c'est hyper fort. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une identification très forte de la part des fans qui écoutent ces chansons. Elle est très connue pour puiser dans sa vie privée, pour justement écrire la chanson que tu décris, là, les chansons qui sont sur les histoires d'amour. Si elle a autant de scénarios d'histoires d'amour, c'est parce qu'elle a eu beaucoup d'histoires aussi, et c'est très bien pour elle. Elle a pas mal été réduite à ça, dans l'imaginaire collectif et aussi dans la critique. Mais elle a prouvé au fil des années qu'elle savait aussi très bien raconter d'autres histoires et créer des fresques un peu romanesques à travers ses chansons. C'est un talent aussi qui lui vient de la country. C'est quelque chose de très, très commun dans la country, de vraiment décrire des chansons avec un début, un milieu, une fin, avec toute une histoire qui suit. Et elle le fait beaucoup. Et elle le fait aussi sur parfois des histoires qui sont pas du tout liées à sa propre vie, mais qui font souvent partie un peu de l'imaginaire américain aussi. Ça peut être dans The Last Great American Dynasty, c'est sur une femme de milliardaire qui habitait dans la maison dans laquelle elle vit aujourd'hui à Rhode Island, qui était un peu ostracisée par la bonne société locale, mais qui en même temps faisait des énormes soirées. Et elle raconte un peu toute cette trajectoire dedans. Elle a raconté aussi dans l'album Folklore, toutes les chansons sont des récits à la troisième personne, c'est pas du tout sur elle. En tout cas, c'est sûrement indirectement sur elle, mais c'est plutôt des récits romancés sur d'autres personnes. Et il y a un triptyque dedans, qui est le triptyque Cardigan, Auguste et Betty, qui est une histoire d'un triangle amoureux, en fait. Et c'est chaque chanson est racontée de la perspective d'un des protagonistes de ce triangle amoureux. Donc il y a le garçon ou la fille, ça a été discuté, qui a trompé sa partenaire. Il y a celle avec qui il ou elle l'a trompé. Je dis il ou elle parce que c'est très discuté, si c'était un triangle amoureux lesbien ou hétéro. Mais bref, elle raconte beaucoup d'histoires aussi à travers ses chansons et elle est très très bonne pour le faire, quoi. Oui, et elle parle pas que d'amour romantique. Un de ses plus beaux morceaux, c'est Marjorie qui parle de sa grand-mère. Elle a écrit The Man, par exemple, qui parle de sexisme et des doubles standards, non seulement dans son industrie, mais dans toutes les industries. Ma mère adore cette chanson. Évidemment. I'm so sick of running as fast as I can. Maybe it's like, I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get much further if I were a man. If I was a man, I was a man. Fine. If I was a man, I was a man. If I was a man. But if I was a man, hey, then I'd be the man. I'd be the man. Miss Americana, c'était une chanson qui avait été aussi inspirée par l'élection de Trump et par la vie politique aux États-Unis. C'est marrant, ça me fait penser à Joss Whedon et à Buffy et au fait qu'il a fait Hush, son grand chef-d'œuvre, pour montrer qu'il était capable de faire autre chose qu'écrire des scénarios et qu'il pouvait faire un épisode sans dialogue et avoir une vraie maîtrise visuelle. Et Taylor Swift, je pense qu'elle a aussi fait Folklore et Evermore pour prouver qu'elle pouvait écrire sur autre chose que ses histoires d'amour. Et elle le fait très très bien. En fait, les gens disent « Non, mais c'est fou, elle parle énormément de sa vie privée dans ses chansons » parce qu'on peut comprendre qu'elle parle de Jake Gyllenhaal ou de Tom Hiddleston ou de Harry Styles dans ses chansons. Mais elle le faisait avant, quand ses petits amis n'étaient pas célèbres aussi. Et elle-même a dit « Non, mais quand j'écrivais des chansons d'amour à l'âge de 15 ans, je savais pas de quoi je parlais non plus. Enfin, c'était aussi romancé que quand j'écris sur Une maison dans le Rhode Island parce qu'en fait, c'est un talent de narratrice. Et quand elle avait 16 ans, elle en savait pas beaucoup sur l'amour, mais elle a quand même trouvé de l'inspiration. Donc, on lui reproche souvent, c'est un reproche qu'on fait à certaines femmes réalisatrices aussi, de dire non, mais en fait, tu racontes juste ta vie. Mais ça demande quand même un certain talent de transformer même des sentiments que nous, on a pu avoir en œuvre d'art. Et elle le fait très, très bien. Elle a aussi une écriture qui est très cinématographique, en plus d'être romanesque. C'est-à-dire quand on entend ses chansons, et je pense que c'est aussi pour ça que toi comme moi, on est un peu amoureuse de son œuvre, c'est que moi, quand j'écoute sa musique et ses chansons, j'arrive tout de suite à me plonger dans un univers et j'imagine ses visuels aussi. C'est-à-dire que je vois un peu là où elle me plonge, quoi.
Par exemple, là, dans le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle I Can Fix Him, No Really I Can. Donc, sur le déni qu'on peut toutes vivre à un moment ou à un autre, sur le syndrome de l'infirmière, le fait qu'on peut réparer un homme. Déjà, c'est une chanson qui a une patte très western. En fait, on a l'impression d'être dans un saloon. Même la musique fait très vieux western. Il y a vraiment une ambiance autour de ça. Et toute la première partie, en fait, elle décrit l'homme en question. C'est hyper bien décrit. Elle décrit un peu la fumée qui se dégage de la bouche du mec, qui ressemble en fait à un train qui traverse la ville. Il y a quelque chose de très imagé en général dans son écriture, qui est très plaisant et qui, en plus, franchement, en fait, c'est ça aussi que les gens ont du mal à comprendre, je pense, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper satisfaisant à avoir à la fois tout ce qu'on aime dans la pop, c'est-à-dire des mélodies entraînantes qui sont difficilement oubliables ou des choses comme ça, en ayant en même temps l'intelligence de paroles qui disent quelque chose et le racontent très très bien, quoi. Oui, et puis il y a une harmonie entre les paroles et les arrangements, c'est-à-dire que tu parlais de la musique de I Can Fix Him, c'est souvent une cohérence parfaite entre l'univers qu'elle veut décrire et le genre musical auquel elle va emprunter, et c'est pour ça que c'est très cinématographique aussi, c'est-à-dire qu'elle rentre vraiment dans des genres. Il y en a une aussi dans son dernier album qui s'appelle Who's Afraid of Little Old Me. Et moi, j'adore cette chanson parce qu'en fait, elle fait plein de métaphores qui correspondent un peu à l'ère victorienne et au freak show de l'ère victorienne. Donc, elle parle de monstres. Elle dit à un moment qu'elle est en lévitation. Elle parle d'animaux en cage, de sorcières, de maisons hantées, de guillotines. Et donc, il y a quelque chose tout de suite de très visuel. Et non seulement c'est visuel pour la chanson, mais moi, ça m'évoque carrément l'univers du cinéma. Ça m'évoque vraiment certains films qui vont correspondre à ce genre-là. Ça me fait penser à la série American Horror Story. Et ça, c'est très, très bien fait. Et puis, dans la manière même d'écrire ces chansons, elle est cinématographique parce qu'il y a des twists, il y a des cliffhangers. Il y a en fait une manière très narrative d'écrire ces chansons. C'est pas toujours le cas. Il y a des paroles qui sont très imagées et qui sont vraiment très internes, qui parlent de sentiments, d'émotions. Elle raconte des histoires et souvent, dans le dernier tiers de la chanson, il va y avoir, notamment au moment du pont, une révélation qui éclaire la chanson sous un autre œil et on comprend qu'en fait, elle parlait d'autre chose ou qu'il y avait un double sens dans sa chanson. Tu parlais de The Last Great American Dynasty. On a effectivement toute cette narration sur cette histoire d'une nouvelle riche qui a emménagé dans cette maison un peu dans les années folles, en fait. Et on comprend à la fin de la chanson qu'elle a acheté cette maison elle-même et que de la même manière que cette femme avait un peu détruit la réputation du quartier, ou en tout cas qu'elle clashait avec la classe qu'on attendait de ce quartier-là, Taylor Swift a foutu la merde quand elle est arrivée parce qu'elle a amené tous les paparazzis dans ce quartier de cette ville du Rhode Island et que ses voisins la détestaient. Et ça, elle le fait dans plein de morceaux et c'est vraiment brillant. Elle l'a fait dans Mastermind, qui est toute une chanson, ça aussi, qui parlera à plein de gens, où elle explique qu'elle a très bien calculé son coup en se mettant avec son mec, c'est-à-dire qu'elle savait où se rendre, à quel moment, pour le croiser, et quel sujet de conversation aborder pour déclencher tout de suite un coup de cœur entre eux. Et ça, je pense qu'on l'a tous fait quand on avait un crush sur quelqu'un. Et donc, elle dit, voilà, j'étais une mastermind, j'étais un peu un génie, et j'osais pas te dire que j'avais tout calculé, parce que c'est très manipulateur. Et à la fin de la chanson, elle révèle que lui savait dès le départ qu'elle faisait ça et qu'il s'est laissé prendre au jeu parce qu'elle lui plaisait autant que lui plaisait. Ça, j'adore ce genre de révélation. Dans Clara Bow, qui est une de ses dernières chansons, elle parle donc d'une actrice du cinéma muet qui a été portée au nu et ensuite qui a été totalement éviscérée par la presse. Et dans le dernier couplet, elle parle plus de Clara Bow, mais elle parle de Taylor Swift, donc d'elle-même, et du fait qu'on la compare tout le temps à d'autres starlets ou qu'on compare des starlets à elle. Oui, elle parle un peu de son obsolescence programmée, quoi, dans l'univers d'Hollywood, et elle montre à quel point elle a conscience elle-même de sa propre image. Et évidemment, dans All Too Well, vous pouvez déjà faire un jeu à boire et boire à chaque fois qu'on va parler de cette chanson parce que c'est vraiment son chef-d'œuvre. Mais là aussi, il y a une espèce de twist final dans le pont qui rend la chanson absolument géniale. Et moi, honnêtement, c'est ce que j'aime le plus quand je découvre des nouveaux morceaux d'elle. Et on s'en rend même pas compte. Enfin, c'est un truc qui est fait avec tellement de fluidité et de talent que c'est juste qu'on arrive au pont ou au dernier tiers de la chanson. Et là, il y a une espèce de coup dans le bide parce qu'elle trouve toujours un moyen de nous raccrocher ou de nous raconter autre chose. C'est brillant.
dans The Smallest Man Who Ever Lived. Pour moi, c'est un des meilleurs bridges de sa carrière. Il est incroyable. Et surtout, on en parlera après, parce qu'après, on va parler des chansons qu'on préfère. Mais franchement, celui-là, pour moi, il est déjà dans les annales, quoi. J'en parlais tout à l'heure, le fait qu'elle soit réduite souvent à une chanteuse de pop FM, c'est vrai que la dernière fois, ça m'a saoulée parce que j'ai entendu ça sur France Inter le matin où ils étaient en train de dire qu'est-ce qui la rend célèbre, son côté intimiste, ses chansons de pop FM. Non seulement c'est un poil méprisant et réducteur, mais en plus, ça montre une profonde méconnaissance de son catalogue musical, qui est extrêmement varié. C'est-à-dire que d'un album à l'autre, elle va changer de genre musical, et au sein du même album, elle va vraiment beaucoup jouer sur les différents genres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, par exemple, I Can Fix Him, qui est dans un style très western. Dans le même album, tu vas avoir un morceau de pop un peu 80s avec My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Il y a énormément de genres musicaux différents à chaque fois. Oui, et je pense qu'un gros tiers de son catalogue, si ce n'est plus, en fait, appartient à plein de sous-genres différents du rock. Mais c'est vraiment, que ce soit de la country, du pop rock, de la folk ou du rock juste purement 90s. Il y a vraiment énormément de sa musique qui appartient à ce genre-là, et c'est une musique qu'elle aime beaucoup, elle, à titre personnel. So High School, dans son dernier album, et c'est du rock du début des années 2000. Oui, ou l'ouverture de Red. Et effectivement, je dirais que la pop, maintenant, c'est quand même devenu ce qui la définit le plus. Mais même sa pop, elle est nourrie de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, il y a des morceaux à elle qui sont 100% pop et qui sont très bons. Par exemple, Cruel Summer. Mais il y en a plein qui sont de la pop qui a infusé, en fait, de plein d'autres genres. Et ça, on n'en entend pas assez parler. Ouais, mais par exemple, But Daddy, I Love Him, dans son dernier album, c'est clairement de la pop au niveau musical, mais au niveau narratif, c'est clairement de la country. Et ça a tous les codes de la country. Donc il y a vraiment ce mix aussi de genres qui se joue à ce niveau-là. Ce mix de genres, il s'explique aussi par des collaborations. Elle a été très maligne tout au long de sa carrière. Elle s'est très bien entourée. Et elle a toujours bien sélectionné les hommes en général avec qui elle collabore sur l'écriture et la composition de ses albums. Il y a d'abord une Max Martin qui est derrière la plupart des tubes de Red, qui est le producteur suédois qui est derrière la plupart des tubes tout court de ces 20 dernières années, aussi bien de Britney Spears, Katy Perry et donc de Taylor Swift. Il a participé à plusieurs morceaux aussi de 1989 et à certains de Réputation, et après leur collaboration s'est arrêtée. Ensuite, sa collaboration la plus connue, c'est avec Jack Antonoff, qui lui a mis un peu sa patte justement de la pop 80s, c'était vraiment Jack Antonoff. Il a par exemple une utilisation de la batterie qui est inspirée de celle de Phil Collins dans les années 80, donc il place ça vachement dans tous les morceaux de 1989. Il y en a. D'ailleurs, il a un style qui lasse pas mal certaines personnes qui maintenant aimeraient que Taylor Swift arrête de collaborer avec lui. Mais moi, j'aime toujours bien ce qu'il fait. Surtout, il a énormément contribué au tournant dans la carrière de Taylor Swift. Leur première grosse collaboration, c'est Out of the Woods. Et là, c'est vraiment le meilleur morceau à écouter si vous voulez comprendre justement l'apport de Jack Antonoff dans sa musique, parce que c'est un morceau où il y a une espèce d'amplification sonore un peu bourrine, mais aussi quelque chose de très galvanisant, en fait, de très dynamique. Même dans sa narration, en fait, il a beaucoup poussé Taylor Swift à creuser encore plus dans l'intime et à trouver justement ces espèces de petits crochets dans une chanson pour toujours la raccrocher à quelque chose de personnel, et à utiliser beaucoup de petits détails visuels du quotidien. Donc c'est ça qui va vraiment faire la touche Taylor Swift, et Jack Antonoff a beaucoup contribué à ça. Et après, à partir de Folklore et Evermore, il y a Aaron Dessner de The National, qui pour le coup est un nom qui appartient plus à la scène indé américaine et qui a beaucoup contribué à légitimer Taylor Swift auprès des gens qui étaient snobs avant et qui voulaient pas en entendre parler. Il y a aussi Bon Iver en plus qui a collaboré avec elle sur ses albums, mais et elle a décrit Aaron Dessner comme son âme sœur musicale. Et c'est vrai que dans le dernier album qu'elle vient de sortir, qui est à la fois produit par Dessner et par Jack Antonoff, on sent une espèce de symbiose musicale que je trouve parfaite par rapport à tous ses albums précédents où en fait j'ai l'impression que c'était plein de pièces du puzzle, et en fait ce dernier album qui vient de sortir, c'est le puzzle. Ouais, pour moi il y a tous les meilleurs éléments de ce que j'aimais avant, quoi.
On le disait tout à l'heure avec la cinématographie des paroles aussi, et je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait que les Français sont un peu passés à côté pendant longtemps en raison d'un manque de maîtrise de l'anglais parfois. Il y a aussi le fait que je pense que si vous regardez les fans français de Taylor Swift, ils ont été biberonnés à la pop culture américaine et à l'Americana en général. C'est souvent des grands fans de pop culture américaine et c'est notre cas à nous aussi. Et je pense que clairement, c'est aussi ça qui nous plaît dans son œuvre. C'est-à-dire que les tableaux qu'elle peint dans ses chansons sont des tableaux très, très américains en général. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure avec Clara Bow, le vieil Hollywood, mais c'est souvent les petites villes de banlieue américaine ou dans Folklore et Evermore, c'est très très clair, mais ça l'est aussi dans tous ses premiers albums. La chanson Mine, par exemple, où c'est une histoire d'une lycéenne qui se fait bullied par les autres, et on imagine très bien toutes les personnes qui ont grandi en regardant des teen movies américains vont reconnaître un peu cet univers et vont aimer se plonger dedans aussi, parce que c'est quelque chose justement qui nous parle spécifiquement, quoi. Une de mes premières rencontres avec la musique de Taylor Swift, j'en ai parlé, c'était You Belong With Me, et c'était vraiment, donc elle se compare un peu à sa rivale, où elle se dépeint comme la loseuse du lycée, ouais, et puis il n'y a pas d'amis. Garçon manqué, entre guillemets, aussi. Voilà, elle porte des baskets et sa rivale porte des talons hauts. Et sa rivale porte des jupes courtes et elle porte des t-shirts. Voilà, t'es là, mais tout le monde porte des t-shirts. Mais il y a dans cette chanson, elle, c'est la capitaine de l'équipe des Pom Pom Girls, et moi, je suis sur le banc en train de regarder. Et ça marche à tous les coups. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle a plein d'images. C'est comme les bateaux naufragés, par exemple. Il y en a plein dans toutes ces chansons, mais qui ont été raffinées d'album en album. Ouais. Et cette image-là de la pom-pom girl versus la fille normale ou celle qui attend sur les bancs du lycée, c'est un truc qu'elle a repris et retravaillé à plein de reprises jusqu'à Miss Americana, qui était donc sa chanson qui parlait un peu de politique, en fait, et où elle fait une métaphore pour parler de l'Amérique comme justement des cliques au lycée qui n'arrivent pas à se comprendre. Et jusqu'à plus récemment High School, où là, elle parle de Travis Kelce en disant qu'il est débile, mais qu'elle l'aime quand même beaucoup. Non, mais c'est ça. Je pense que pour beaucoup de fans de notre âge, cette dernière année, il y a eu des moments un peu difficiles, c'est-à-dire qu'en même temps, c'était fun de voir ça, mais elle s'est vraiment comportée comme une adolescente, et très bien pour elle. Elle était en pleine rupture. Je suis contente pour elle qu'elle vive ça. Mais il y a des moments où, du coup, tu as vraiment l'impression d'un énorme décalage, alors qu'elle est de notre génération. Elle est de 89, moi je suis de 88, toi t'es de 90. Donc c'est littéralement notre génération. Mais dans son attitude, disons que j'avais l'impression de voir, même pas moi au lycée, mais l'idée que je me faisais de ce que j'aimerais, enfin mon fantasme du moi que je voulais être au lycée. Ouais, et c'est même pas l'attitude, c'est les codes visuels. C'est-à-dire que là, elle a vécu pour la première fois, elle est littéralement avec le joueur de foot américain, et elle est, pour le coup, dans les gradins, en portant son maillot à lui, à l'encourager. Donc, elle a 34 ans, mais elle fait ce qu'elle décrivait, en fait, à 17 ans dans ses chansons. Là, elle le fait, mais à une échelle absolument monumentale où tout le monde regarde ça à la télé dans le monde entier. C'est-à-dire que le match où elle va, c'est le Super Bowl. Donc, c'est à une échelle ridicule, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la chanson High School déjà parce qu'elle est hyper entraînante et parce qu'elle fait preuve quand même d'un second degré. C'est aussi ça qui est plaisant chez Taylor Swift, c'est qu'elle a souvent beaucoup d'humour dans ses chansons, pas mal d'ironie. Et on sent qu'elle a quand même beaucoup de recul sur qui elle est, sur son image. Et donc, cette chanson qui est en même temps très jolie, entraînante et qui capture vachement bien les débuts d'une relation un peu... naïf. Naïf, où on s'oublie complètement et où on retombe un petit peu en adolescence parce qu'on est complètement gaga de la personne en face. Mais il y a des moments où tu te dis, justement, c'est horrible pour Travis Kelce parce qu'il y a quand même une phrase où elle dit tu sais jouer au football et moi je connais Aristote, quoi. Enfin, c'est vraiment, t'es un gros neuneu. Mais bon, cette chanson... On n'en attend pas plus d'un amour de lycée. Exactement. Elle reprend vraiment tous les codes du lycée. C'est-à-dire, elle dit, on va regarder American Pie ensemble. Et c'est vraiment des choses qui sont... J'ai parfois honte que ça marche aussi bien sur moi mais c'est des Madeleines de Proust, quoi. Ça appuie sur tous les bons boutons de ma propre adolescence et en tout cas, même pas mon adolescence bordelaise, mais les choses dans lesquelles je me projetais à l'adolescence, quoi. Ouais, et puis pour revenir encore au cinéma, mais en fait, ça appuie sur les boutons qui correspondent aussi aux comédies romantiques. Et ce qui nous a plu dans Ami, et moi, quand je parlais de l'autre chanson qui me rappelle plutôt les freak shows, parce que là, vraiment, elle reprend tous les codes de l'horreur, mais d'une horreur de fête foraine, en fait, qui est un petit peu factice et qui est hyper ludique. Quand elle parle de naufrage et de bateaux naufragés, enfin, elle a des métaphores qui sont extrêmement visuelles et qui parlent en plus à des univers très codifiés. Ouais, ton imaginaire. Ouais, et ça marche toujours très très bien. Ouais, carrément.
La raison pour laquelle les Swifties, donc les fans de Taylor Swift, sont je sais pas complètement si... dérangés. Voilà, sont très intenses. Je sais pas si on est vraiment des Swifties, mais... Ouais, mais franchement, au travail, je suis totalement identifiée comme telle. On est un petit peu obsédés par Taylor Swift, vous l'aurez compris, mais c'est aussi parce qu'elle donne un accès à elle, ou en tout cas pendant très longtemps, elle a donné un accès à elle, qui était assez rare. Déjà, Taylor Swift, c'est une meuf de Tumblr. Donc, elle postait sur Tumblr, elle avait son compte à la grande ère où tout le monde postait tout le temps sur Internet et sur MySpace, etc. Elle likait tous les posts, elle parlait avec ses fans sur Tumblr. Et donc, elle a développé très tôt une communauté de fans sur Internet qu'elle a gardé depuis, et elle adore leur envoyer des messages cachés dans ses textes. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, et ce qui a fait aussi que j'ai un petit peu basculé du côté de la Swiftie il y a des années maintenant, c'était de voir toutes les vidéos d'elle en train de composer. Puisqu'elle se filme et elle s'enregistre tout le temps dès qu'elle a une idée, parce qu'elle est extrêmement prolifique. Elle sort énormément de nouveaux morceaux. Elle écrit tout le temps. Et quand elle a une idée au saut du lit, elle active sa caméra et elle se met à chanter et elle regarde ce que ça donne. Et il y a beaucoup de ces vidéos-là qui sont accessibles en ligne. Et donc moi, il y a eu un moment où quand j'ai découvert Taylor Swift, je regardais beaucoup de ces vidéos-là et j'étais fascinée par le processus créatif parce que on ne sait pas toujours comment ça marche. En fait, on ne sait pas comment un parolier arrive à créer une chanson. Et elle le fait sous nos yeux. Il y a un moment qui est devenu culte d'ailleurs, où on la voit composer Getaway Car avec son producteur Jack Antonoff en studio, où elle a le début de la chanson, mais en fait, elle est en train de buter sur le bridge, justement sur le pont, et ils travaillent dessus tous les deux, et elle explique les références qu'elle a, donc elle parle de Bob Dylan, elle parle de plein de choses, et elle trouve le meilleur moment de la chanson en direct comme ça, et elle est en train de se filmer. I'm in a getaway car, and you're in the motel bar, or like I'm in the getaway car. Left you in the motel bar. Took the money. Took the money in the bag, and I stole Took the money. Put the money in the bag, and I stole the keys. That was the last time you ever saw me. I'm in the getaway car. Left you in the hotel bar. Yes, that's so sick. Une croyance au sujet de Taylor Swift, c'est qu'elle n'a pas une belle voix. Elle peut avoir une très belle voix. Et elle peut avoir beaucoup de coffres, au contraire. Mais là, elle essaie pas, dans cet extrait, elle essaie pas de bien chanter, quoi. Oui, elle a beaucoup travaillé sa voix aussi. On l'entend, en fait, sa voix est totalement différente maintenant de celle qu'on peut entendre sur ses 4-5 premiers albums. Mais c'est aussi parce que c'est un reproche qu'on lui a fait, effectivement, qu'elle n'était pas toujours très bonne en live. Ça, c'est vrai, vous pouvez trouver des vidéos. Et elle a énormément bossé. Moi, c'est ce que j'admire le plus chez cette meuf, au-delà du fait qu'elle écrit très bien. C'est que c'est une très, très grande bosseuse et qu'elle prend le moindre petit échec comme un défi pour se surpasser encore plus. Tu t'identifies. Ouais, non, mais moi, je trouve ça vraiment admirable. Dans le documentaire Miss Americana, on la voit apprendre en direct aussi que Réputation, donc son album le plus décrié, n'a reçu aucune nomination au Grammy. Et elle est très visiblement déçue et elle dit, c'est pas grave, j'aurais qu'à faire un meilleur album la prochaine fois. Et effectivement, depuis, elle a plus jamais fait de blues. C'est-à-dire que, ses pires morceaux sont sur Réputation. Ouais, mais c'est meilleur aussi. Certains de ses meilleurs. Ouais. Mais en tout cas, c'est un album qui était un petit peu bancal et où on sentait qu'elle était tellement énervée que ça l'a même un petit peu empêchée créativement d'aller où elle voulait aller. Et ça n'a plus été le cas depuis. Et vraiment, il y a un côté revanchard chez Taylor Swift qui marche, c'est-à-dire qu'on a tous envie de se venger de plein de choses dans la vie, mais elle y arrive, elle le fait très très bien, et elle le fait en devenant la plus grande star du monde. Je trouve ça assez chouette. Mais ce qui fonctionne très bien aussi dans sa célébrité, c'est qu'elle a une image ultra accessible. Et c'est pour ça que énormément de ces femmes ont un rapport si intense avec elle. Elles ont un peu l'impression que c'est leur sœur, quoi. Je dis elles parce qu'en grande majorité, c'est des femmes, des jeunes filles même. Mais là où, par exemple, le parti pris de Beyoncé, c'est d'être une figure surplombante et mystérieuse, de ne pas donner d'interview, de ne pas se révéler, et d'être une reine, en fait, et de se positionner vraiment au-dessus du lot. Et c'est un choix totalement artistique qui fonctionne très, très bien pour Beyoncé, justement. Taylor Swift, au contraire, c'est-à-dire qu'elle joue sur son côté Girl Next Door d'1m78 qui est hyper jolie et qui se tape les plus beaux mecs du monde, voilà. Mais elle a une forme d'awkwardness dans sa façon de se comporter, c'est-à-dire que par exemple, elle ne sait pas danser, très clairement, elle danse pour ses concerts et tout ça, mais c'est pas une bonne danseuse, elle a pas le rythme dans la peau. Moi, elle savait pas danser avant le Eras Tour, parce que là aussi, tu sens que la meuf a passé un an à s'entraîner. Désolée, j'ai vu des vidéos. Je sais que tout le monde dit regardez comme elle danse bien et tout ça. Je peux dire ça parce que c'est un des trucs avec lequel je m'identifie le plus chez Taylor Swift.
On est toutes les deux des grandes gigues dégingandées, on sait pas quoi faire de nos bras. C'est pareil, en fait, elle a pas de rythme, elle adore danser, ça se sent, mais ça fonctionne pas trop. Mais en fait, du coup, ça la rend hyper sympathique parce que justement, ça pourrait être cette figure, elle est milliardaire maintenant, tout lui sourit, c'est-à-dire qu'elle a un succès incroyable, elle est bourrée de talent, elle arrive à pondre des albums incroyables alors qu'elle est en pleine rupture et qu'elle est en pleine tournée, qu'elle devrait être épuisée et tout, donc vraiment, mais en même temps, elle a ces petites failles ou ces petites choses qui la rendent beaucoup plus humaine et beaucoup plus accessible, qui font qu'elle parvient à rester dans un rapport très intime avec ses fans. Il y a un article qui est sorti récemment sur The Cut, écrit par Cathy Horan, qui est une critique de mode très connue aux États-Unis, qui en fait s'interroge sur pourquoi Taylor Swift s'habille comme ça, parce qu'elle s'habille pas hyper bien, elle prend pas trop de risques, souvent elle est habillée un peu comme une écolière, ou elle a un style un peu d'adolescente qui se cherche, quoi. Bah, c'est aussi voulu, c'est-à-dire que ça participe à cette image de meuf qui est comme toutes ses fans. C'est-à-dire que ses fans, en regardant comment Taylor Swift est habillée, peuvent se dire bah, moi aussi, je peux m'habiller comme ça. En fait, très clairement, demain, je peux m'habiller comme ça. J'ai tout ce qu'il faut dans ma garde-robe pour m'habiller comme ça. Oui, et puis depuis très longtemps, elle a aussi une image de femme à chat, littéralement. Elle a plein de chats. Je l'adore. Elle a un chat qui s'appelle Meredith Grey parce qu'elle est fan de Grey's Anatomy. Et donc, il y a ce côté, oui, je suis comme tout le monde. Et en fait, je suis une meuf assez introvertie qui est dans son immense maison qu'elle a pu s'acheter très jeune grâce à son succès avec ses chats. Et elle en parle souvent, en fait, du fait qu'elle a besoin d'être seule pour recharger. Mais c'est pas que ça. Moi, c'est ça que je trouve admirable en la voyant grandir. Et effectivement, elle a le même âge que nous. C'est qu'elle parle aussi, enfin, elle parle de dépression dans ses chansons de manière assez crue, assez ouverte. Elle parle de moments de sa vie amoureuse qui sont pathétiques. Elle parle de pas réussir à tourner la page des années après, de toujours attendre que son ex revienne. Elle parle vraiment de moments honteux avec énormément de recul et de talent. Et ça, honnêtement, je pense que c'est rare. C'est pas la seule à le faire, évidemment. Ouais, c'est rare. Et il y a Robyn, on l'adore aussi, la chanteuse suédoise, parce qu'elle arrive à faire ça. Mais c'est vrai que le faire avec une telle poésie, un tel humour, un tel recul. Et un tel aplomb aussi, parfois, quoi. Ouais, et en étant très prolifique, c'est-à-dire qu'elle sort énormément de morceaux et il y en a très peu qui sont mauvais. Enfin, je pense qu'elle doit avoir 5 mauvais morceaux dans toute sa discographie. Elle en a sorti des centaines. C'est juste impressionnant. Il y a une chanson là dans son dernier album qui s'appelle The Prophecy qui est assez bouleversante. On sent qu'elle a écrit post-rupture, mais c'est sur le sentiment qu'elle a en fait que c'est écrit qu'elle ne pourra pas être heureuse en amour, quoi, que ça va toujours mal se finir. Et on sent toute sa vulnérabilité. Et moi, c'est un truc où, par exemple, j'ai parlé de ça dans ma newsletter sur l'adaptation de Jolene de Beyoncé, où je trouvais ça hyper dommage, en fait, parce que Beyoncé ne s'autorise aucune vulnérabilité, en fait. C'est-à-dire qu'elle transforme un morceau qui est une espèce de moment de vulnérabilité ultime d'une femme qui met s'agenouille devant une autre pour la supplier de pas lui prendre son mec. Et c'est un truc où elle oublie toute fierté, mais c'est ça qui rend la chanson déchirante et magnifique. Beyoncé la transforme en une espèce de fausse bravade où on sent qu'elle veut pas s'autoriser justement à s'abaisser à ce niveau-là en suppliant une autre femme ou quoi que ce soit. Donc elle se retrouve dans une position menaçante où elle dit à l'autre femme si tu t'approches, tu vas le regretter et tout ça. Et ben en fait c'est ça parfois j'aime beaucoup Beyoncé, j'écoute tous ses albums, mais il y a souvent ce truc où justement cette position surplombante, et je veux pas les opposer aussi non plus, c'est pas du tout mon propos, hein, mais je trouve que souvent il y a une position surplombante que justement Taylor Swift, elle arrive aussi à toucher ces moments un peu pitoyables qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre. Et elle n'a pas honte de les magnifier dans ses chansons. Et il y a quelque chose de très cathartique là-dedans pour les gens qui écoutent ces morceaux. Et je pense que c'est aussi pour ça que ses fans l'aiment autant, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs un coup de génie aussi de ressortir ses anciens albums et de montrer, alors c'est pas pour ça qu'elle le fait, mais moi je trouve ça très touchant de voir qu'elle est extrêmement fière des chansons qu'elle a écrites quand elle avait 16 ans, oui, et qu'elle les ressort. Et ça nous permet, nous, de les redécouvrir ou de les découvrir pour la première fois et de se dire qu'elle avait déjà beaucoup de talent à l'époque. Mais forcément, il n'y a pas toujours la même finesse d'écriture dans ses premiers morceaux. Et elle s'en fiche, elle les ressort avec en plus de nouveaux arrangements qui sont les arrangements qu'elle aurait aimé avoir à l'époque, avec un son qui est d'une qualité incroyable. Et elle assume entièrement qui elle est, y compris les parties d'elle adolescentes un peu plus ringardes. Justement, la question du réenregistrement de ses premiers albums, ça fait partie d'un autre élément de la carrière de Taylor Swift qui a beaucoup, beaucoup joué dans son succès aujourd'hui, dans sa célébrité aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours su transformer des moments douloureux ou des moments même d'humiliation publique, ou même des moments où elle avait vraiment mal géré sa célébrité,
Elle a toujours su transformer le narratif autour de ça. Et elle a toujours su se le réapproprier pour en faire une force, en fait, ce qui est assez admirable. Il y a d'abord eu le conflit avec Kanye West, qui marque toute sa carrière depuis le début, pratiquement. Ouais, elle avait 19 ans quand cet événement dont vous avez peut-être vu la vidéo circuler de nombreuses fois s'est produit. Elle avait remporté le prix donc au MTV VMAs Video Music Award du meilleur clip. Et au moment d'aller accepter son prix sur scène, elle est interrompue par Kanye West qui monte sur scène, qui lui prend le micro des mains et qui lui dit « Bravo, je suis super content pour toi, mais le meilleur clip, c'était celui de Beyoncé. » Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Beyoncé est dans l'assemblée, elle est hyper gênée, elle comprend pas ce qui se passe. Taylor Swift comprend pas ce qui se passe non plus. Et c'est assez déchirant de revoir la vidéo parce qu'elle est très jeune. Bon, c'est un peu son grand moment et elle se le fait un peu piquer. Et en plus, on lui dit qu'elle méritait pas de gagner, en fait. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est en voyant le documentaire Miss Americana où elle explique qu'à ce moment-là, donc le public s'est mis à huer Kanye West puisqu'il interrompait la cérémonie et faisait un truc qui était assez impoli. Mais elle a cru que le public la huait, elle. Et que tout le monde était d'accord avec lui sur le fait qu'elle ne méritait pas d'être sur scène à ce moment-là. Et ça a été un énorme traumatisme pour elle, on peut l'imaginer. En public, filmé, la vidéo a fait le tour du monde. Moi, je crois même qu'en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Taylor Swift, parce que c'était en 2009. Et Barack Obama avait même commenté en disant que c'était un jackass ou un truc comme ça en parlant de Kanye West. Ouais. C'était vraiment un truc énorme où moi, je me souviens, je connaissais pas du tout cette meuf et c'était le moment où j'ai entendu parler d'elle pour la première fois. Et on la voit vraiment humiliée sur scène. C'est très, très dur. Et à partir de là, elle en parle dans Miss Americana, qui est un peu, évidemment, qui réécrit l'histoire pour la rendre très sympathique, mais elle explique qu'à partir de ce moment-là, elle s'est dit que plus jamais elle se retrouverait dans cette position. Et il y a toute une espèce de vengeance de la part de Taylor Swift qui a démarré, quoi. Je pense que ça a été un énorme traumatisme, mais elle a très clairement aussi beaucoup utilisé ce qui s'était passé dans la construction de son image. C'est-à-dire qu'elle est devenue un peu la petite fiancée de l'Amérique. Il y avait une question raciale aussi derrière. Une femme blanche qui se victimise par rapport à un homme noir, c'est historiquement aux États-Unis pas hyper bien. Non, voilà. Après, ce qu'avait fait Kanye West était clairement pourrave. Et bon, il avait des gros problèmes de santé mentale à ce moment-là. Il en a toujours. Donc, ça a très clairement participé à ça. Du coup, il y a eu très vite, vu qu'elle a beaucoup utilisé ça quand même dans la construction de son image et de son image de fille un peu parfaite qui avait été humiliée publiquement, et ça a crispé beaucoup de gens. Et il y a eu surtout un événement qui a été majeur et qui a mené vraiment à Réputation, à l'album Réputation. C'est que Kanye West, quand il a sorti un nouvel album quelques années plus tard, a écrit dans les paroles d'une de ses chansons, il parle de Taylor Swift et il dit « I made that bitch famous ». J'ai rendu cette bitch, cette connasse, célèbre. Et accompagné de ça, il avait sorti un clip où il est allongé au milieu de plusieurs personnalités nues et à côté de lui se trouve une version de Taylor Swift numérisée, en fait, les seins à l'air, qui est à côté de lui. Et après, il y avait eu une exposition dans un musée où l'espèce de statue d'elle était exposée comme ça, les seins à l'air. Ce qui s'était passé, c'est que Taylor Swift, suite à ça, dans un discours de remise de prix, je crois que c'était peut-être au VMA ou au Grammy, je sais plus exactement, avait fait allusion à ça et avait dit ne laissez jamais quelqu'un vous descendre, vous rabaisser. Et en fait, quelques jours plus tard, Kim Kardashian avait sorti des enregistrements parce que Kanye West avait dit qu'il avait demandé l'autorisation à Taylor Swift avant d'écrire ça dans sa chanson. Taylor Swift avait dit que c'était pas exactement ce qui s'était passé. Kim Kardashian a sorti the receipts, comme on dit, les reçus. Elle avait enregistré la conversation. Et dans la conversation telle qu'elle a été diffusée par Kim Kardashian, qui est probablement éditée, on entend Taylor Swift qui dit « Oui, tu peux dire que tu m'as rendue célèbre si tu veux ». Sauf que bon, ce qui n'est pas dans l'enregistrement, c'est qu'à aucun moment il lui dit qu'il va la traiter de connasse, et à aucun moment il lui dit qu'une version d'elle va être à poil dans son clip. Et on peut comprendre que ce soit humiliant, on peut comprendre aussi qu'elle puisse être intimidée et qu'elle n'ait pas forcément envie de lui dire non et de paraître pas cool dans un moment où quand Kanye West t'appelle et te dit « je vais parler de toi dans une chanson », quoi. Surtout quelqu'un qui a déjà eu ce rapport avec elle où elle est un petit peu... elle a expliqué qu'au moment où il l'a interrompue pendant la cérémonie des VMAs, elle était hyper admirative de Kanye West. Pour elle, c'était un immense artiste et donc elle était en
en déférence totale par rapport à lui, il l'a humilié sur scène, donc forcément, après, on comprend que leur rapport n'est pas très égalitaire. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après la diffusion de cette vidéo, énormément de fans de Kim Kardashian et de Kanye West se sont rués sur les réseaux sociaux, le compte Instagram, le compte Twitter de Taylor Swift, pour inonder toutes ces photos de commentaires avec des emojis de serpents, pour dire que c'était un serpent qui avait menti et qu'elle était manipulatrice. Et en fait, l'album Réputation est sorti un peu plus tard, en réaction à ça, et toute l'imagerie autour de l'album Réputation, c'est des serpents. On la voit avec un serpent dans le clip principal et elle se présente comme quelqu'un d'assez sombre, de menaçant et qui donc a une mauvaise réputation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait déjà cet album a été pas mal moqué à sa sortie, mais il a été revu depuis et je pense qu'il est beaucoup plus apprécié depuis. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est quand même il y a eu numéro 1, une énorme lassitude autour de Kim Kardashian par exemple, mais surtout Kanye West a totalement vrillé depuis et donc même les gens qui étaient dans une espèce d'opposition binaire entre Taylor Swift et Kanye West, c'est très difficile aujourd'hui de soutenir Kanye West qui a eu des sorties antisémites et on sait qu'il a un problème de santé mentale très clairement, mais il a eu un comportement complètement même agressif parfois ou des choses comme ça. Et à côté de ça, Taylor Swift, alors qu'on lui reprochait par exemple de pas s'engager politiquement, l'a fait beaucoup plus souvent, a soutenu des candidats par exemple démocrates dans des élections locales ou des choses comme ça, a essayé de mobiliser ses fans pour qu'ils s'inscrivent au bureau de vote. Donc, en fait, ce qu'on lui reprochait, on lui reproche beaucoup moins. Et ce qu'on soutenait chez lui, on le soutient aussi beaucoup moins. Donc, les choses se sont totalement rééquilibrées. Et de cet événement assez sombre et de ce passage à vide, elle a beaucoup écrit là-dessus, où elle s'est sentie très humiliée. Elle s'est sentie devenir un peu la grande méchante d'Internet, ce qui a été le cas. Ça s'est transformé en force aujourd'hui, en fait. Oui, ça reste quand même quelque chose de très marquant. Il y a des chansons où on l'entend faire à la fin. Alors les fans se sont tous rués sur l'occasion pour dire qu'elle avait encore le truc du serpent qui lui était resté en travers de la gorge. Et bon, on peut la comprendre. Et dans son dernier album, bon déjà dans la tournée Eras Tour, il y a un serpent géant, visiblement. Je l'ai vu sur Internet, je me suis fait spoiler. Spoiler. Voilà. Donc ça reste effectivement très associé à toute cette période de réputation. Et encore aujourd'hui, la chanson dont je parlais, qui parle des freak shows, etc., Who's Afraid, c'est aussi très clairement une référence à tous ses ennemis et à sa réputation, puisqu'elle dit « Vous dites tous que je suis maléfique, qu'il ne faut pas me provoquer, mais c'est vous qui m'avez créé comme ça, je suis un lion en cage, je suis une sorcière, gna gna gna. J'ai grandi dans un asile », enfin, toutes les métaphores auxquelles vous pouvez penser. Mais il y a aussi une chanson qui s'appelle « Thank You Amy », avec seulement les initiales K-I-M qui sont en majuscule dans le titre, donc vraiment, c'est super subtil. Mais qui est une chanson qui prouve justement toute son évolution, puisque de certains morceaux très gênants de réputation, où elle essaye de se donner une bravade qu'elle n'a pas en fait, où elle dit je suis la plus forte, je vais me venger de vous. Là, elle fait une chanson beaucoup plus mature où elle dit j'ai énormément souffert, mais merci, parce que s'il s'était pas passé ça, il se serait pas passé tout ce qui s'est passé après. Et effectivement, la carrière de Taylor Swift a aussi énormément bénéficié de toute l'embrouille avec Kanye West et avec Kim Kardashian. Ça veut pas dire qu'elle en a pas souffert à titre personnel, et sa santé mentale visiblement en a beaucoup souffert. Non, mais ça nourrit son œuvre aussi. Voilà, elle ne serait pas qui elle est et son œuvre ne serait pas ce qu'elle est sans toutes ces embrouilles. Et elle le reconnaît en chanson en disant bah voilà, thank you, donc Amy, mais en fait c'est merci Kim Kardashian. Mais son vrai coup de maître est là où elle a vraiment transformé un truc assez horrible qui lui était arrivé en un moment de brillance marketing et même de réappropriation complètement bluffante. Et moi, c'est un des trucs pour lesquels je suis le plus admirative en fait de Taylor Swift. Les droits de ses albums jusqu'à justement Réputation, je crois que Lover est son premier album qui a été fait dans sa nouvelle maison de disques. Sa première maison de disques avec laquelle elle avait signé avait les droits de ses chansons, en fait. Elle avait juste les droits des reprises. Quand elle est partie vers une autre maison de disques, son ancienne maison de disques a décidé de vendre son catalogue et elle a voulu le racheter. Mais son ancienne maison de disques n'a pas voulu lui vendre et a préféré le vendre à Scooter Braun, qui est un producteur qui est un proche de Kanye West, ou en tout cas qui avait soutenu Kanye West pendant toute cette histoire, et qui était en conflit de toute façon avec Taylor Swift. Elle ne peut pas le supporter, ils s'entendent pas du tout. En plus, c'est un proche de Justin Bieber, on va pas rentrer là-dedans, mais enfin bon, il y a aussi toute une backstory par rapport à ça, parce qu'elle est très proche de Selena Gomez, donc voilà. Mais enfin bon, tout ça pour dire qu'elle ne supportait pas Scooter Braun, que pour elle, c'était quelqu'un de nocif, et que c'est lui qui a hérité de tout son catalogue, donc ça veut dire que dès que sa musique est jouée de ses anciens albums, c'est lui qui gagne de l'argent dessus.
elle aussi, mais lui en gagne aussi. C'est quand même un moment d'une violence, je peux comprendre. C'est-à-dire que tout le travail de ta vie se retrouve entre les mains de quelqu'un que tu ne peux pas supporter. C'est quelque chose d'assez horrible et tu te sens complètement dépossédé. Elle a transformé ça en un coup de maître, un truc complètement génial. And so I just figured I was the one who made this music first. I can just make it again. Yeah. So that's what we're doing. I have to say. So that's what we're doing. So when something says in parentheses Taylor's version next to it, that means I own it, which is exciting. Elle a décidé, j'ai le droit de les réenregistrer, je vais le faire. Et elle a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire qu'elle réenregistre tout son catalogue. Et donc déjà, comme tu disais tout à l'heure, ça permet de revisiter ses premiers albums, ça crée des événements, c'est-à-dire que même quand elle n'a pas un nouvel album qui sort, elle a un album qui sort parce qu'elle est encore en train de rediffuser ses anciens albums, ses réenregistrements. Et à chaque fois, elle sort des anciennes chansons qu'elle n'avait pas publiées à l'époque. Donc, elle transforme ça quand même en événement et en album unique qui vaille le coup d'être réécouté et écouté par les fans. Et les fans ont vraiment participé à ça aussi en écoutant seulement les versions de Taylor. À chaque fois, il y a marqué Taylor's version derrière les titres. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est un coup de poker, mais incroyable, quoi. Oui, il y a plein d'inédits dans chacun de ces albums et aussi beaucoup de featuring avec d'autres artistes. Donc, ça permet de ramener encore plus de monde. Et elle commence à avoir un pool assez large d'artistes avec lesquels elle a collaboré. Et c'est vrai que oui, moi, j'ai passé tout l'été à écouter Speak Now, qui était un album qu'elle avait sorti à une époque où je ne savais même pas qui elle était. Mais j'ai écouté la nouvelle version et en plus, le travail en fait sur les arrangements et sur le son est assez incroyable. Et donc ça, c'est un vrai plaisir de fan, notamment sur Red, qui était un des albums que j'avais le plus écouté à l'époque, quand j'ai découvert la nouvelle version de Red et toutes les petites différences dans les enregistrements, j'étais conquise. Et donc, on en arrive à son dernier album, The Tortured Poets Department, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Qui contient 31 morceaux. 31 morceaux parce qu'il y a The Anthology, parce qu'à la base, elle en avait sorti genre 16, et 2 heures plus tard, elle en a sorti 31 en tout. Et c'est un peu ce qu'elle fait tout le temps maintenant, c'est-à-dire qu'elle sort 3 versions du même album en quelques heures. Donc, il y a le premier album qui est en fait celui qu'on n'écoute plus au bout de 2 heures, puisqu'il y en a un autre avec 5 morceaux de plus et encore un autre avec 3 morceaux de plus, qui sont des inédits. Et là, elle s'est vraiment lâchée, quoi. Souvent, c'est aussi pour vendre plus de vinyle, ce qui n'est pas hyper cool. Mais enfin bon. Mais cet album qui fait beaucoup débat, et moi, je dois dire que je pense que les gens qui l'aiment pas ont tort. Voilà. T'en penses quoi, Anaïs ? Je comprends pas trop pourquoi il fait débat, parce que pour moi, c'est vraiment un de ses meilleurs. Je trouve que l'album est excellent, que sur 31 morceaux, il y en a pas un seul qui soit mauvais. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de la carrière de Taylor Swift jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qu'elle va faire ensuite et je pense qu'elle a encore une très belle carrière devant elle. Bon, c'est un album monstre déjà par sa taille, mais c'est aussi un album qui réunit tout ce qu'elle a fait précédemment de manière hyper cohérente. Je pense que c'est un de ses albums les plus cohérents, si ce n'est le plus, parce que en fait, déjà c'est son album le plus triste, c'est très clairement un album de séparation, mais il reprend tous les genres musicaux auxquels elle a emprunté auparavant pour en faire quelque chose de très unifié. Et je pensais par exemple à Beyoncé ou Lady Gaga qui ont beaucoup eu des airs aussi, où on peut vraiment identifier à chaque fois un genre spécifique. Et là, cet album de Taylor Swift, je trouve que c'est juste la somme de tout ce qu'elle a fait avant. C'est-à-dire qu'on a le hip-hop de réputation qui se retrouve dans Down Bad, on a la country qui se retrouve dans plein de morceaux, on a de la folk, on a du piano, on a de la pop, on a les synthés un peu années 80, on a du rock, on a des featuring, des collaborations qui sont d'ailleurs parmi les plus abouties qu'elle a sorties jusqu'à présent, où elle laisse un peu plus chanter les autres. Et tout ça, ça donne un album qui est ultra complet. Et en fait, malgré toutes ces petites influences-là, hip-hop, country, rock, etc., le tout est un son qui est très cohérent de la première à la dernière chanson. Et ça, je crois qu'elle l'a jamais aussi bien fait. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Moi, ce qui est marrant, c'est déjà, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Non, puis en plus, je pense que c'est un très bon mélange, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. On sent l'influence d'Antonov et des snares, c'est-à-dire que c'est à la fois du folklore et du Midnight. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré Midnight. Moi, je l'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur, alors que là,
j'ai vraiment l'impression de quelque chose de beaucoup plus intime et en même temps beaucoup plus ambitieux et qui fonctionne bien mieux pour moi parce que ouais, vraiment, j'ai l'impression de retrouver à la fois les ingrédients que j'adorais dans 1989, par exemple, et que j'adorais dans Folklore aussi. À la fois l'intimité un peu folk et des mélodies pop qui fonctionnent très, très bien pour moi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens là qui m'avaient dit au début qu'ils aimaient pas trop ou qu'ils étaient moins sensibles, moins séduits que par d'autres albums. Et qui m'ont dit qu'après plusieurs écoutes, en fait, ils se rendent compte qu'il est génial. Et je pense vraiment que c'est un album qui, un peu comme certains morceaux de Réputation, justement, va progressivement conquérir de plus en plus de gens. Moi, après, honnêtement, il m'a conquise dès la première écoute. Mais enfin bon. Je pense aussi que c'est un album où il y a beaucoup de morceaux qui sont plus calmes et très tristes. Et le contexte de sortie de Folklore et Evermore, qui sont ces albums les moins pop, c'était aussi le confinement et le déconfinement. Ça collait parfaitement bien parce que c'est en plus toute l'esthétique autour de ces albums. C'était la cabane dans les bois, l'isolement, la réflexion, l'introspection. Et donc, ça collait très bien avec 2020-2021 où on avait tous on était dans ce mood-là. Là, elle est en train de faire une tournée monumentale. Et donc, son image auprès du grand public, c'est vraiment celle d'une pop star en paillettes qui a des chorégraphies pendant 3 heures, qui est très dynamique. Et on a un album qui, à première écoute, peut paraître un peu moins dynamique. Donc, je pense que c'est peut-être de là que vient une espèce d'incompréhension. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de codes qui sont une continuation de Midnight. Et je pense que soit ceux qui ont aimé Midnight se disent que c'est moins bien, ou ceux qui l'avaient pas trop aimé, du coup, se disent que ça va pas les séduire plus que ça. Mais pour moi, c'est un Midnight beaucoup plus accompli, quoi. Ouais, et en plus, pour moi, ces sonorités-là qui viennent de Midnight, c'est notamment les synthés pop, ça se retrouve dans certains morceaux, c'est très présent dans le premier. Oui, c'est ça. Et je pense qu'elle aurait peut-être pas dû ouvrir avec ça, parce que du coup, si on écoute que le premier morceau, on se dit, c'est encore la même chose. Mais pour moi, justement, l'identité de Aaron Dessner et ce qui vient de Folklore et Evermore est bien plus présent, mais c'est parce que c'est plus présent dans les morceaux de l'album que je préfère. Est-ce que tu as un morceau préféré sur cet album ? Je pense que le meilleur, c'est So Long London. Ah ouais ? En fait, j'en ai énormément que j'adore et certains qui m'ont bouleversée, vraiment. Mais pour moi, So Long London contient justement cette synthèse dont je parlais, c'est-à-dire qu'il y a des sonorités plutôt pop. En même temps, on sent aussi la production de Aaron Dessner dessus. Il y a un aboutissement dans les paroles où en fait, elle reprend des métaphores et des images qui sont très présentes dans sa discographie. Mais là, elle le fait avec une limpidité et une efficacité que j'avais pas forcément retrouvée avant. C'est un morceau qui est très triste. Les arrangements et la mélodie soulignent ce qu'il y a dans les paroles, puisqu'il y a un côté très saccadé. Et en fait, ce qu'elle explique dans la chanson, c'est qu'elle est à bout de souffle parce qu'elle doit porter le poids de sa relation. Et donc, elle le compare à un naufrage où elle devrait justement supporter un naufragé pendant que le bateau est en train de couler. Et donc, pour moi, c'est une espèce de tout absolument parfait. C'est aussi très entraînant. Moi, justement, je trouve qu'elle n'est pas assez propulsive pour être ma préférée de l'album. Moi, je trouve que c'est une des mélodies les plus entraînantes aussi de l'album, mais c'est aussi parce que justement, moi, les plus dansantes sont pas forcément celles qui m'ont le plus parlé dans l'album. Et pour moi, So Long London, c'est l'équilibre parfait entre le côté très entraînant où je la chante à tue-tête et en même temps quelque chose de plus doux et de plus triste. En fait, moi, de toute façon, ça change toutes les semaines mes chansons préférées avec Taylor Swift. Oui, mais moi aussi. Voilà, mais c'est The Smallest Man Who Ever Lived. Pour moi, là, c'est vraiment la meilleure, quoi. Enfin, je suis obsédée par cette chanson. Elle commence très douce aussi et tout ça, mais le dernier tiers est incroyable parce qu'il est très propulsif justement et c'est ce que j'adore dans les bridges de Taylor Swift avec une énorme montée en puissance et il y a des paroles dedans qui sont vraiment quand elle dit est-ce que t'as été envoyé pour me tuer en fait elle parle du coup on va pas rentrer dans les détails de sa vie privée parce qu'il y en a beaucoup qui adorent faire ça, mais de toute évidence, on va rentrer dans les détails de sa vie privée. Après sa rupture avec Joe Alwyn, avec qui elle est restée très longtemps, elle a eu une histoire assez courte, mais assez destructrice avec Matty Healy, qui est le chanteur du groupe 1975. Et cette chanson est visiblement sur lui, et je serais lui, je le prendrais très très mal, mais c'est sur un mec en fait qui promet un peu la lune à quelqu'un et qui après la laisse complètement tomber et la ghost. Et c'est sur un peu les dommages que ça fait. Le dernier tiers est juste génial. Enfin, je la chante à tue-tête justement depuis des jours parce que ça s'enchaîne tellement bien. Quand elle dit, est-ce qu'on t'a envoyé pour me tuer ? Est-ce que tu es un espion sous couverture ? Est-ce que ces dossiers vont être déclassés dans 90 ans et on apprendra enfin pourquoi tu as fait ça ?
Il y a tout un enchaînement en fait de questions comme ça. J'adore cette chanson. Je trouve que c'est vraiment une de ses meilleures en fait. Oui, bah moi aussi. Et c'est pour ça que j'adore cet album, c'est que je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 chefs-d'œuvre, vraiment chefs-d'œuvre de sa discographie sur l'album. Et celui-là en fait partie, et c'est aussi un de mes préférés. Et effectivement, le dernier tiers est jouissif, mais toute la construction du morceau est magnifique parce que, justement, la mélodie au début est très belle, mais elle est très douce. Et ça monte crescendo et au début, on sent vraiment la touche un peu Aaron Dessner et après, ça devient de plus en plus enragé. Et effectivement, les paroles sont assez violentes, en fait. Enfin, le titre, c'est l'homme le plus méprisable qui ait jamais vécu. Donc, c'est très, très, très énervé. Et oui, c'est un morceau qui est vraiment brillant. Est-ce que tu as une parole préférée de chanson dans cet album ? Alors ça, j'ai pas noté, mais... Moi, il y en a une que j'adore, c'est dans Florida, qui est une chanson ridicule mais géniale, comme toute chanson qui est intitulée Florida, 3 points d'exclamation, se doit de l'être. C'est chanté avec Florence and the Machine, et j'adore ce duo, franchement. Et elle laisse beaucoup de place à Florence and the Machine, ce qui est rare. Elle a eu un duo, notamment avec Lana Del Rey, où, enfin, franchement, moi, je serais de Lana Del Rey en écoutant Florida, je le prendrais très, très mal. Mais oui, dedans, elle a une phrase qui est « All my friends smell like weed or little babies ». Donc, tous mes amis sentent la weed ou les petits bébés. À chaque fois qu'on traduit ces paroles, en fait, c'est catastrophique en français, mais ça rend très, très bien en anglais. Mais surtout, en fait, elle arrive tellement bien à capturer des moments comme ça ou des impressions. En une phrase, elle arrive à décrire ce que c'est que d'avoir 34 ans aujourd'hui. C'est vraiment cette impression d'être entre deux mondes et même où tes amis à toi sont aussi entre deux mondes. C'est-à-dire que d'un coup, tu as ceux qui sont encore dans la vingtaine et qui sont encore dans des préoccupations plus festives ou des choses comme ça, et d'autres qui sont très installés, et toi, t'es tiraillé entre les deux, quoi. Et en une phrase, elle arrive à capturer ça, et je trouve ça assez brillant. Il y en a énormément dans cet album qui m'ont foudroyée, et je trouve que il y a un aboutissement dans les paroles qui est total par rapport à tout ce qu'elle a fait avant, mais il y a un moment où j'étais dans la rue quand j'ai écouté la chanson et je me suis arrêtée de marcher en fait parce que ça m'a vraiment bouleversée. C'est la chanson LOML. C'est censé être les initiales de Love of My Life, l'amour de ma vie. Elle s'adresse à son ex qui lui aurait répété très souvent qu'elle était l'amour de sa vie. Et donc, c'est une chanson qui est très, très triste. Et dans la toute dernière phrase, elle dit « Tu étais la perte de ma vie, the loss of my life ». Et donc, on comprend que les initiales, en fait, ont un autre sens que celui qu'on aurait imaginé en lisant le titre de la chanson. Et c'est simple, c'est vraiment, remplacer l'amour de ma vie par la perte de ma vie. Mais c'est une fulgurance qui m'a vraiment prise de court. Et quand je l'ai entendue, c'était d'une telle évidence, d'une telle simplicité et d'une telle douleur que ça m'a arrêté net. Ouais. Et j'adore quand elle fait ça. Quand elle me fait du mal avec ses paroles. Il y en a une aussi dans justement So Long London. J'ai plus les paroles exactes, mais où elle dit en gros je t'en veux de m'avoir fait perdre autant d'années de ma jeunesse. Qui, pareil, je pense que c'est un truc que beaucoup de femmes dans la trentaine qui vivent une rupture peuvent s'identifier à cette phrase, quoi. Elle lui dit « Je t'en veux parce que je t'ai donné toute cette jeunesse gratuitement ». Ouais, c'est ça. On va faire un petit questionnaire de fans. Une série de questions plus larges sur l'œuvre. Vous pensiez que c'était fini ? Ça n'est pas fini. Et là, on arrive à la meilleure partie, les gars, donc accrochez-vous. C'est ça. C'est quoi ton top 3 des albums de Taylor Swift ? Je pense que mon top 3 est définitif, mais pas forcément l'ordre du top 3. En numéro 1, je mettrais 1989. Numéro 2, Tortured Poets Department. Et numéro 3, c'est Red. Ouais. Moi, c'est mes 3 préférés aussi, mais je sais pas dans quel ordre les mettre. Honnêtement, moi non plus, j'ai un peu retourné dans tous les sens avant de venir. Red, c'est celui qui contient son plus grand chef-d'œuvre, All Too Well. Mais... Et puis, tellement de chansons que tu chantes à tue-tête aussi, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, pour moi, et puis j'ai énormément de souvenirs avec ces chansons aussi, quoi. Moi aussi. Après, la raison pour laquelle je mets Red en dernier, alors que quand j'en parle et quand je fais mon prosélytisme pro Taylor Swift, je dis tout le temps que Red, c'est son meilleur album. Parce qu'il y a All Too Well dedans, parce que c'est un album rock et que donc c'est pas forcément l'image que les gens ont de Taylor Swift, parce que l'ouverture et la batterie de States of Grace, elle est incroyable. Mais Red, en fait, est un album assez long. Et je pense que la deuxième partie de l'album est moins connue. Et généralement, on zappe avant la fin. Même si, quand je l'écoute jusqu'au bout, j'avoue que honnêtement, tout l'album est d'une très grande qualité. Et surtout, je précise, numéro 3, Red, Taylor's Version.
parce que les arrangements sont excellents, qu'il y a vraiment eu un vrai apport qualitatif par rapport à la version originale de Red. Tu peux pas faire ça pour toutes les questions. Hein. Et qu'il y a aussi un featuring avec Phoebe Bridgers dans la version elle est de très belle. Taylor. En plus, c'est sur le fait d'avoir peur de voir d'autres nouvelles stars arriver et la remplacer, quoi. Mais ça aussi, en fait, c'est un truc qu'il faut mentionner quand on parle de Taylor Swift. Non, mais parce qu'elle a 34 ans et c'est la plus grande pop star du moment. Oui, elle arrive à rester pertinente, quoi. Voilà, alors qu'il y en a eu d'autres comme elle qui se sont épuisées, en fait, dans le regard public. Après, il n'est jamais trop tard, mais... Oui, et elle n'est pas encore périmée, elle n'a que 34 ans, mais c'est déjà remarquable de ne faire que monter en grade là où elle en est, alors qu'elle a 17 ans de carrière dans les pattes. Moi, mon top 3, ce serait aussi 1989, Red et Tortured Poet Department, mais j'avoue que j'ai une énorme affection maintenant pour Réputation. Parce que, en fait, même s'il y a certains de ses pires morceaux dessus, vraiment, et je pèse mes mots, mais il y a vraiment plusieurs de ses meilleurs morceaux, quoi. Pour moi, il y a 2-3 de ses meilleurs morceaux dessus, mais c'est globalement un mauvais album. Pour moi, j'ai au moins, si je regarde, parce que j'ai une playlist à moi qui est, ma sélection, en fait, de mes chansons de Taylor que je préfère et que j'écoute très souvent, j'en ai au moins 5 de Réputation, ce qui est beaucoup, quand même. C'est quoi ton top 3 des meilleurs morceaux de Taylor Swift ? Alors, vu que j'ai pu déjà parler de ma préférée du dernier album, je vais pas la mettre dedans, mais enfin bon, très clairement, ça change un peu toutes les semaines. Je dirais que All Too Well, évidemment. Ouais, numéro 1. Voilà. Would Have, Could Have, Should Have de Midnight, qui est en plus dans la deuxième partie de Midnight, qui donc n'était pas sortie dans l'album original, alors que pour moi c'est la meilleure chanson de cet album, et qui raconte en plus, celle-là elle est assez bouleversante, c'est vraiment sur le fait de vivre une histoire toxique très très jeune. On comprend que c'est son histoire avec John Mayer et le fait de perdre sa virginité avec un homme qui s'est foutu de sa gueule, quoi. Et le fait qu'elle pourra jamais récupérer de son innocence et elle s'adresse directement à l'homme en lui disant qu'il lui a pris ça. Elle est assez bouleversante et je la trouve très très belle. Et je dirais Getaway Car de Réputation qui est juste un bop, quoi. Franchement, c'est surtout cette chanson, tu peux me la mettre dans n'importe quelle humeur, à n'importe quel moment, je m'en lasserai jamais. Ouais, c'est clair. Mais bon, il y en a tellement d'elles qui... Je sais, non, mais en même temps, je regarde ma playlist, il y en a 10 000, quoi. Toi, c'est quoi ? All Too Well numéro 1. Ça, c'est irréfutable. Et je pense que, comme je sais qu'il y a d'autres questions qui viennent et que je pourrais en caser d'autres à d'autres moments, en numéro 2, je dirais The Last Great American Dynasty, parce que c'est aussi une de celles que j'utilise le plus pour convertir les gens, pour montrer justement son talent d'écriture et montrer qu'elle sait écrire sur autre chose que ses histoires de couple. Et en 3e, honnêtement, je mettrais Marjorie, parce que c'est très difficile de pas pleurer quand je l'écoute. Ouais, c'est vrai. Et une chanson que j'ai écoutée des centaines de fois, être toujours aussi émue quand je l'écoute, c'est assez fort et elle est à la fois très simple et très belle. Pour Marjorie, il y a une réplique que je trouve très émouvante, qui est très simple, où elle dit « J'aurais dû te poser plus de questions ». Et bon, ça, je pense qu'on a tous pensé ça en perdant un grand-parent. Mais après, elle parle du fait qu'elle a hérité du coup des choses de sa grand-mère et elle dit « J'ai hérité de tous tes placards remplis de rêves remis à plus tard ». On comprend ça, je pense aussi, quand on pense à nos grands-mères et parfois à nos mères et à des générations de femmes qui n'ont pas du tout eu les possibilités infinies que nous, on a aujourd'hui. Le dire comme ça, je trouve ça magnifique. La meilleure ballade. Pour moi, ma préférée, c'est Champagne Problems. Vraiment, qui a une narration magnifique. Parce qu'après, il y en a qui sont très lentes. Par exemple, August, je la trouve magnifique, mais c'est pas trop dans le même genre musical, tu vois. Mais c'est une des plus belles mélodies, je pense, de sa discographie. La musique de ce morceau est magnifique. Et pour toi, c'est quoi ? J'aime beaucoup Back to December, qui vient d'un de ses premiers albums. Pour le coup, c'est une chanson très jeune, mais que je trouve très très jolie et je me lasse vraiment pas de l'écouter. Ouais, et puis la mélodie est excellente. Voilà, exactement. Et dans Midnight, j'aime beaucoup The Great War, qui est coécrite avec Aaron Dessner et qui apparemment, bon, j'essaie de pas penser à ça parce qu'apparemment c'est inspiré des Anneaux de pouvoir. Donc n'y pensons pas parce qu'en vrai c'est très bien écrit et c'est très beau et c'est plus sur une histoire d'amour, mais j'adore la mélodie en fait. Le meilleur bop. Getaway Car. Peut-être en compétition avec Style. Ouais, moi c'est ça, je mettrais peut-être Style ou Red. J'aime bien Red aussi. Ouais, Red. Ouais, voilà. Mais non, Getaway Car. Meilleur bridge, on l'a déjà dit. De fuite. On a déjà dit meilleur bridge. Non, mais alors moi, meilleur bridge, j'en ai plein. Meilleur bridge. Oh putain. J'en ai plein. Je me pose très souvent la question de c'est quoi le meilleur pont de Taylor Swift. Et honnêtement, j'ai jamais réussi à trouver la réponse. Enfin, si, c'est All Too Well de manière évidente. Mais All Too Well, c'est le meilleur tout de Taylor Swift. Mais le meilleur bridge à chanter, c'est Out of the Woods. Tout le monde dit que le meilleur pont, c'est Cruel Summer parce que c'est celui qui est le plus entraînant. Mais non, c'est Out of the Woods. Vous avez tort. Tu peux chanter celui d'Out of the Woods ? Est-ce qu'on est hors du bois ? Est-ce qu'on est hors du bois ?
On l'a chanté toutes les deux à tue-tête dans la voiture, le bridge de Out of the Woods, très très fort. C'était vraiment pour moi un objectif de vie. Oh Celle que tu aimes le plus chanter à tue-tête? En dehors de celles qu'on a déjà citées, je dirais que, en tout cas, un de mes plus gros plaisirs coupables, c'est Don't Blame Me. Ah, mais c'est pas un plaisir coupable, c'est une super chanson. C'est une super chanson, mais je pense que en termes de musique, elle est un peu datée. Elle fonctionne super bien, mais elle a un côté un peu moins raffiné par rapport à d'autres morceaux de Taylor Swift. C'est pas grave, elle est trop bien. Moi, c'est une de mes chansons préférées. C'est pour ça que j'adore Réputation aussi. C'est que ce morceau est trop bien. Ouais. La chanson la plus cringe, c'est Look What You Made Me Do. En plus, ce qui était le premier titre sorti de Réputation. Ce que j'aime bien aussi dans son dernier album, c'est que pour une fois, elle a sorti un titre qui est bien. D'habitude, à chaque fois, le premier titre qu'elle choisit, c'est pratiquement le pire de l'album. À chaque fois, c'est presque sûr. Look What You Made Me Do, probablement sa pire chanson de toute sa discographie. Oui. Et une des pires chansons tout court de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle fait jamais de mauvais morceaux, mais quand elle en fait, putain, elle déconne pas, quoi. Ouais, en fait, ce qui est horrible avec cette chanson, et même en me réappropriant Réputation et en l'aimant beaucoup aujourd'hui, celle-là, je peux toujours pas. Ce qui est horrible, c'est que t'as des moments où tu penses qu'il y a une montée en puissance, où t'es là, ouais, vas-y, trop bien. Et d'un coup, t'as son putain de refrain horrible. C'est horrible. Où c'est genre, ça monte, et là, tu t'attends à un truc incroyable, et d'un coup, c'est ouh, Look What You Made Me Do. Et c'est vraiment, mais nul. Ouais, on dirait une parodie, en fait, qui aurait été faite par Fatal Bazooka. Ouais, c'est vrai. Sa chanson moins connue qui mérite plus d'attention. You're on Your Own Kid, que j'adore, de Midnight. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle résume la vie de Taylor Swift. C'est un peu sa biographie en chanson. Chaque couplet illustre une période différente de sa vie et tout est utilisé pour renforcer la même idée qui est qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Sauf que quand on dit tu ne peux compter que sur toi-même, généralement, c'est avec une connotation plutôt négative. En gros, tu peux faire confiance à personne et voilà, et on vit, on meurt seul au monde. Mais là, c'est plein d'espoir quand elle le dit et c'est justement la chanson dans laquelle elle dit prends des risques, fais tes bracelets de l'amitié. T'es toute seule, mais tu vas y arriver. Et depuis, plein de gens font des bracelets de l'amitié pour aller en concert de Taylor Swift. Et je trouve le message de la chanson absolument sublime, c'est-à-dire qu'elle résume tous les moments où elle a trébuché, tous les moments où elle a souffert. Et en fait, elle dit qu'elle regrette pas parce que justement, vivre les choses à fond, c'est vivre, quoi. Donc j'adore cette chanson. Et toi, c'est quoi la chanson pas connue qui mérite d'être plus connue? Après, j'ai l'impression qu'elles sont toutes un peu connues quand même, enfin des fans en tout cas. Mais New Romantics de elle est géniale. 1989, qui est en fait un bonus de 1989, alors que c'est l'une des meilleures, est géniale. Et la Taylor's version est vraiment très 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 bonne. Donc, et c'est un très bon morceau pop. Les paroles. Et là, préparez-vous, on en a pour 35 minutes. Non, mais en fait, il y en a plein que je peux même pas citer parce que, on l'a dit plein de fois, c'est très difficile de les traduire et ça sonne pas bien quand on essaye de les traduire. Mais elle a plein de trouvailles, en fait, de trucs qui sont hyper simples, mais elle a un sens de la formule assez inégalable. Une que j'adore, c'est dans la version 10 minutes de All Too Well où elle dit « You kept me like a secret, but I kept you like an oath ». Donc, tu m'as gardé comme un secret et moi, je t'ai gardé comme un serment. Je trouve que c'est très malin. Elle est très bonne pour décrire aussi les débuts de relations. C'est-à-dire, je vais pas rentrer dans les détails des paroles, mais il y en a une qui s'appelle « Delicate » qui est vraiment très jolie sur la délicatesse justement des débuts de relations. Et le fait que, on a toujours peur de poser les mauvaises questions, de dire les mauvaises choses parce qu'on a peur que d'un coup tout s'écroule, quoi. Oui, et on sait pas trop à quel stade on en est, en fait. Exactement. Genre, est-ce que c'est trop tôt pour faire certaines choses? Exactement. Alors que tu ressens certaines choses très fortement, mais tu te dis, il faut surtout pas que je le dise maintenant ou des choses comme ça. Et il y en a une autre qui était en même temps qui me faisait rire parce que je la trouvais ridicule, mais je la trouvais tellement mignonne en même temps. C'est Invisible Strings, qui est, du coup, tous ces fils invisibles qu'il a liés à Joe Alwyn, donc l'acteur avec qui elle est restée pendant 6 ans, où elle retrace un peu leur vie respective pour montrer un peu tous les hasards qui faisaient qu'ils étaient reliés un peu par le destin et qu'il fallait qu'ils se rencontrent un jour et qu'ils soient ensemble un jour, quoi. Bon, ce qui est marrant, c'est que le hasard, c'est par exemple le fait que le gazon sur lequel elle s'asseyait était vert et qu'il a les yeux verts, tu vois. Ouais. Donc, elle va chercher loin, quoi. Donc, il y a des moments où t'es là, ouais, bon, meuf, t'es vraiment très, très amoureuse, j'ai compris. Mais je trouve cette idée très, très jolie, quoi. Ouais, il y en a une aussi dans Gorgeous où elle dit tu me rends tellement heureuse que je redeviens triste. Ouais. You make me so happy, it turns back to sad. C'est con, mais en fait, c'est juste, c'est tellement simple et tellement évocateur. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qu'on a tous ressenti où on a l'impression, on se dit, mais c'est possible d'être aussi heureux. Enfin, il y a un moment où ça va, les extrêmes vont se rejoindre. Et ouais, elle est trop forte.
C'était PIC TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci Taylor pour toutes ces émotions que tu nous fais vivre depuis des années. C'est clair. On a hâte de te voir ce soir. Oui. La semaine prochaine, dans PIC TV, on parle d'une série que je n'ai jamais vue, qui s'appelle The Walking Dead. Apparemment, il y a plein de zombies. Tout à fait. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À la semaine prochaine! PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.